Salut tout le monde! Comme vous l'avez vu au titre, me voilà toute habillée de rouge pour parler d'un sujet secret, longtemps resté tabou. Je nomme les menstruations, les menstrues, les règles, le flux, les périodes. C'est selon. Vous trouvez que j'en fais trop? À la vôtre. Si l'histoire de la mode vous intéresse, vous vous êtes sûrement déjà demandé comment les femmes d'avant géraient leur période. Eh bien c'est simple, c'est qu'avant 1870, les femmes n'avaient tout simplement pas leurs règles. Et oui, il s'agit d'une invention des industriels pour nous faire acheter des choses. Je me suis donc mise en tête de faire des recherches et de remonter aussi loin que possible pour voir comment nos aïeuls s'en sortaient. Et préparez-vous à être surpris. Alors nous allons tout d'abord nous intéresser aux vêtements. Alors avant, on pense que le vêtement joue un rôle fondamental sur la qualité des menstrues en protégeant le corps de la femme des intempéries. Par exemple, au 19e siècle, on va reprocher à la crinoline d'exposer la femme au froid et au vent, ce qui arrêterait les menstrues et défavoriserait la fertilité. En revanche, on conseille fortement le port du pantalon, c'est-à-dire la culotte qui était portée sous les jupons, afin de protéger les parties intimes. Un ouvrage de 1869 met par exemple en garde contre les corsets qui compriment l'abdomen et qui font redescendre l'utérus. Je vais vous en parler dans cette vidéo sur le corset, il s'agit de prolapsus et c'est vraiment pas joli. Alors toujours dans cette idée que le vêtement est une barrière contre les intempéries, j'ai retrouvé les écrits d'un étudiant en médecine de 1799 qui s'inquiète de ce que les femmes de l'époque portent, la mode à la romaine et donc des robes quasiment transparentes et très légères, et il pense que ces robes très légères, même qui sont d'ailleurs aussi portées en hiver, provoquent l'arrêt total des menstrues. Un autre fait très étonnant que j'ai trouvé dans le livre de 1869. Au 19e siècle, on pense qu'il faut garder la même chemise pendant toute la durée des règles. Évidemment, l'auteur conseille d'en changer en prenant soin de chauffer la chemise très légèrement. Maintenant, nous allons passer à l'hygiène intime. Et là, nous remontons vraiment loin puisque j'ai trouvé une source de 1599 qui conseille la décoction d'une plante appelée bourse à Pasteur et qui permettrait de diminuer les flux. Et sachez qu'on la conseille aussi en friture ou en onguent. De retour au 19e siècle. On met en garde à l'époque contre une mode qui fait rage et que je vous présentais dans cette vidéo. Il s'agit de l'injection de cosmétiques dans l'utérus via un magnifique objet qui s'appelle le dilatérus. On sait aujourd'hui qu'il est totalement inutile de se laver l'utérus, et je pense que ça ne viendrait à l'idée de personne de faire une telle chose, mais sachez qu'à l'époque, les femmes s'injectaient des vinaigres aromatiques et même de l'eau de Cologne. À la place, on va plutôt privilégier des bains chauds, mais attention, en dehors de la période des règles. Ces bains étaient d'ailleurs conseillés pour régulariser le cycle. Et enfin, un fait très courant pour la médecine du 19e siècle, à l'époque, les médecins sont persuadés que l'absence de règles provoque des maladies, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. On a souvent, par exemple, un cancer qui va provoquer l'arrêt des règles, mais à l'époque, on n'en savait encore rien. Et pour les faire revenir, ce qui, selon les médecins, pourrait guérir les autres maladies, on proposait des traitements à base de sangsues et de cataplasmes en tout genre. Je vous laisse imaginer dans quelle zone du corps. Alors là, clairement, on est sur une base de médecine moyenâgeuse. On peut le dire. Alors maintenant que nous avons vu l'aspect mode et l'aspect beauté de cette magnifique histoire des périodes, nous allons nous intéresser aux moyens de les combattre. On sait qu'au 19e siècle, les femmes portaient des serviettes qui s'appelaient gardes et qui étaient nouées en foulard à une ceinture portée à la taille. À l'époque, on appelle ça le bandage en T. Et cette utilisation va perdurer jusqu'à la création des serviettes hygiéniques que l'on connaît. Alors ce genre de couche est bien pratique, puisqu'il permet de garder sa dignité, mais cependant il est très contraignant car tout d'abord il empêche d'uriner correctement, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque les culottes sont fendues, car on remonte les vêtements pour uriner dans un pot de chambre. Et en plus de ça, ces serviettes doivent être lavées, essorées,
détaché si on y arrive, et étendu à l'insu de tout le reste de la famille. C'est un sujet tellement tabou dans les siècles passés qu'on peut lire des témoignages au 19e siècle de femmes qui avouent à des médecins ne jamais porter de bandage en thé et simplement rajouter des jupons pour essayer de contraindre le flux. Les médecins de l'époque n'étaient pas dupes et savaient bien que si les femmes s'en tenaient à ça, elles auraient du sang sur les pieds et se feraient repérer immédiatement par tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Les femmes utilisent aussi des tampons. Et ça ne date pas de la fin du 19e siècle. J'ai par exemple trouvé une source de 1730 qui prône l'utilisation de tampons garnis d'herbes aromatiques, et ils appellent ça parfois des suppositoires. J'ai aussi trouvé une autre source de 1805 qui parle de l'utilisation de tampons après l'accouchement, surtout en cas d'hémorragie interne. En fait, c'est une pratique qui va être très courante pendant tout le 19e siècle jusqu'au début du 20e, car on pense que c'est une bonne manière de contenir l'hémorragie ou même simplement les saignements utérins qui ont lieu après un accouchement. Et tenez-vous bien, un livre de 1776 annonce qu'Hippocrate conseillait l'utilisation de Pesser, donc c'est un dispositif intravaginal, qui pouvait servir à restreindre les règles et aussi qui pouvait servir de contraception. Moderne les Grecs. Au 19e siècle, on conseille aussi le tampon en cas de flux intense. Oui, car on pense encore à l'époque, et mes sources sont de 1839 et 1864, que le surplus de sang provient des artères et non de l'utérus, ce qui pourrait provoquer une grave hémorragie interne, et donc qu'il y aurait danger de mort. D'ailleurs, il est écrit que si la femme n'a pas son tampon à portée de main, eh bien, tout simplement qu'elle presse sa vulve et ses lèvres en attendant d'avoir un tampon. Mais alors, comment est fait un tampon? Eh bien, ils sont faits de chutes de tissus, tels que du coton ou du lin, qui sont tous cousus ensemble et reliés par un même fil pour pouvoir le retirer délicatement afin d'éviter toute irritation. J'ai aussi trouvé des sources qui parlaient de nouer ce fil autour de la cuisse. J'imagine que c'est pour éviter que par capillarité, le sang qui arrive sur le fil ne tache les jupons. Donc on a vu que ces tampons pouvaient être remplis d'herbes aromatiques, et c'est une pratique qui date de plusieurs siècles. Et au 19e siècle, on conseille aussi de les remplir de cendres, de sciure trempée dans de l'eau d'alun, ou encore d'ocre. Et là, c'est le petit fun fact assez trash. À l'époque, il faut savoir que les médecins conseillent de porter le tampon tant qu'il n'est pas complètement imbibé. C'est-à-dire que ça peut se compter en jours, en fait. Et j'ai trouvé une source de 1839 qui explique qu'elle avait appliqué un tampon à une femme et que la personne le lui avait laissé pendant 3 jours. Comment dire? Tout ça s'est terminé en péritonite selon le médecin. Et on peut imaginer qu'il y a eu une grosse infection qui a juste tué la personne en fait. Ne faites pas ça chez vous. Aujourd'hui, on sait très bien que garder un tampon plus de quelques heures peut être très dangereux pour la santé, car il y a un risque énorme de septicémie à cause de la macération à l'intérieur du corps. Et voilà qui clôt notre histoire des règles sur un ton très joyeux, mais au moins vous aurez retenu de ne pas faire n'importe quoi avec vos tampons. Donc pour finir, je dirais que nos aïeuls n'ont pas attendu Tampax pour comprendre qu'elles pouvaient créer des tampons pour pouvoir restreindre leur flux. Oui, il faut arrêter de penser que les personnes des siècles d'avant étaient forcément plus bêtes que nous. Évidemment, les connaissances médicales des siècles passés n'étaient pas les mêmes que les nôtres, et on a bien vu que même au 19e siècle, les médecins n'étaient pas en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants du tampon coincé pendant plusieurs jours dans un vagin. Évidemment que le sujet a toujours été tabou, mais j'ai pu voir, d'après mes recherches, que c'est un sujet qui intéresse les médecins, car les médecins s'intéressent à toutes les parties du corps humain, que ce soit l'homme ou la femme, et j'ai pu trouver des sources sur Gallica qui dataient jusqu'au XIe siècle. Évidemment, je ne sais pas déchiffrer les manuscrits, mes notions en latin sont assez faibles, mais il est fait note des menstruations dans énormément d'ouvrages, du XIe jusqu'au XVIe. Mais je ne parle pas trop l'ancien français. Bref, ne faites pas comme vos ancêtres et empressez-vous de partager cette vidéo pour répandre la bonne parole. Car les règles ne devraient plus être un sujet tabou aujourd'hui, et ce serait vraiment d'utilité publique que tout le monde
les hommes, en connaissent un petit peu plus sur le sujet. N'oubliez pas qu'il pourrait en aller de votre santé. Bref, trêve de bavardage. Si cette vidéo vous a plu et ne vous a pas trop dégoûté, vous pouvez liker mon travail et vous abonner à ma chaîne, ça m'aide toujours comme d'habitude et je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!